Donc j'appelle à me rejoindre sur scène Damien Robert, président du directoire d'INLI, et Joël Leny, qui est directeur régional des Hauts-de-France chez Action Logement Service, s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Donc, oups là, décidément il est maudit celui-là. Sur ce sujet, on peut à nouveau évoquer, pour être original, la crise Covid, qui a évidemment, comme on le voit dans le titre de cette table ronde, enfin de cet échange, a mis en avant l'idée de travailleurs essentiels, la réindustrialisation. On voit que ça va monter en puissance avec notamment le ministre Bruno Le Maire qui a ajouté, enfin il y a cet intitulé dans son poste à présent qui est de réindustrialisation, et le télétravail évidemment qui a modifié les habitudes de nombreux salariés. Alors 21% si ma mémoire est bonne du chiffre qui a été donné tout à l'heure. Je vais tout d'abord me tourner vers Monsieur Leny. Comment concrètement Action Logement travaille au service des salariés et peut s'adapter à ces multiples évolutions? Bonjour à tous, merci de nous convier à cette table ronde. Peut-être avant de répondre à cette question, rappeler qu'Action Logement est un groupe jeune, puisque constitué depuis le 1er janvier maintenant de 2017, que c'est un groupe qui a lui-même fait l'objet d'une réforme en profondeur qui a été souhaitée par l'ensemble des partenaires sociaux, avec un paradigme en fait, mais dans les éléments de langage. Le groupe souhaite se positionner en proximité des territoires, au service des salariés et de leurs entreprises. C'est bien notre moteur et notre ADN dans ce lien emploi-logement. Donc comment fait-on pour distribuer l'ensemble des produits et des aides qui sont celles d'Action Logement Service? Tout d'abord en lien et en complément de toute la communication qui peut partir du national, le rôle d'une délégation régionale en fait, et pour celle qui concerne les Hauts-de-France, c'est d'animer la totalité du territoire. Donc animer la totalité du territoire, c'est pour mes équipes et moi-même un peu plus de 6000 rendez-vous et actions commerciales effectuées dans l'année sur tous les sujets. Tout d'abord auprès des 3400 entreprises de la région des Hauts-de-France qui versent leur participation des entreprises à l'effort de construction. Ce sont quand même nos premiers clients et ce sont bien les entreprises qui alimentent et qui font une partie des produits et services d'Action Logement. Ensuite, parce que ça ne suffit pas, depuis la dernière convention quinquennale et dans le cadre de cette réforme, nous animons 23 conventions régionales et territoriales, avec le conseil régional bien évidemment, avec les collectivités locales, avec les bailleurs, avec les professionnels de l'immobilier. Nous étions la semaine passée à l'Assemblée Générale de l'UNPI, avec l'ensemble des promoteurs et bailleurs sociaux sur la chaîne des produits. Un partenariat important que nous avons avec Pôle emploi, où nous participons à l'ensemble des événements mis en place par Pôle emploi, notamment tous les salons, tous les événements qui ont trait en fait aux jeunes alternants et aux jeunes apprentis, puisque les jeunes, et notamment les jeunes alternants, les jeunes apprentis, font partie des publics prioritaires qui sont les nôtres et qui sont les miens. Donc en proximité des territoires, et sur ces jeunes, nous avons relogé il y a un petit peu plus d'un mois, nous avons relogé un jeune, et ça n'a pas été abordé depuis ce matin ou pas suffisamment je trouve, dans les différentes tables rondes, un jeune qui est en alternant. Et sa résidence principale est située à Chartres. Il fait son école et sa formation à Strasbourg. Et il est en entreprise à Saint-André-les-Lilles, dans un métier qui est complètement particulier puisque c'est un métier d'art. Il est facteur d'orgue. Et on voit que sur ces jeunes et ces publics d'alternants et d'apprentis,
la question de la double résidence ou de la triple résidence est une question qui est posée. Donc voilà un petit peu comment on anime chaque semaine, chaque mois, l'ensemble des produits et services mis à la disposition des salariés et des jeunes. Et comment, en région, vous parvenez à évaluer les besoins justement en logement abordable notamment, et c'est peut-être par ce même type de réunion ou de remontée d'informations Pas uniquement, et ça va me permettre de faire le lien avec les territoires d'industrie, pas uniquement. Dans nos bases au jour d'aujourd'hui, nous avons un peu plus pour la région des Hauts-de-France, 27 000 demandes de salariés, demandeurs d'un logement, dont bon nombre dans le cadre d'une mutation, puisqu'à peu près 40% des gens sont déjà logés dans le logement social, mais souhaitent bénéficier d'une mutation sur parc. Nous avons également cherché, puisque la région des Hauts-de-France, en fait, c'est 16% des logements sociaux en France. C'est la 4e région en termes de population, de nombre d'habitants, et le département du Nord est le département le plus peuplé de France. 190 000 demandeurs de logement pour un peu moins de 57-58 000 attributions. Donc on voit également la tension qu'il peut y avoir sur la métropole européenne de Lille, sur le département du Nord, tension que l'on ne va pas retrouver sur le département de l'Aisne ou le département de la Somme, mis à part Amiens. Donc on voit qu'en fait, apprécier et aller chercher les besoins en logement, c'est quelque chose qui doit se dimensionner à l'échelle du territoire. Et quand on est sur la vallée de la Brelle, sur Vimeux, Vimeux c'est juste au-dessus de la Normandie, le long du littoral, pour aller sur la baie de Somme. On a 6 000 salariés, des entreprises qui marchent bien et des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et donc aujourd'hui, plus que le nombre de logements, c'est comment on est en capacité de répondre à la commande des entreprises qui est de faire venir des salariés. Et on voit qu'un certain nombre de salariés de la région parisienne ou de Normandie, à la faveur du télétravail et pour les emplois qui sont télétravaillables, acceptent aujourd'hui de venir sur le secteur, mais pas forcément sur du logement pérenne. Donc ce qui nous oblige, et c'est ce que nous avons fait avec Claisance, une des filiales du groupe. Nous avons une résidence que nous avons transformée, mais je crois que Damien va en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure, en co-living, en tiers-lieu et en colocation. Et puis sur les territoires d'industrie, puisque la région des Hauts-de-France est une des régions, des plus grandes régions industrielles de France, nous avons 13 territoires d'industrie aujourd'hui à travailler, plus un grand chantier qui est le chantier du canal Seine-Nord. Sur un des territoires de terre industrie sur le nord, le Pas-de-Calais, qui est l'ancien bassin minier. On est sur le bassin d'emploi, qui est le bassin de l'industrie automobile en France, lequel bassin d'emploi est un bassin en pleine mutation, puisque nous avons 9 entreprises aujourd'hui liées à l'automobile. Nous allons avoir 3 entreprises qui vont venir sur Dunkerque, sur Douvrin, sur Douai, faire de la batterie. Et nous avons les sites de Douai et les sites de Maubeuge qui vont se transformer en véhicules électriques. Et là, pour apprécier la demande du logement des salariés, en lien avec la communauté urbaine du Douaisis et avec les services de l'État, Renault Douai a accepté d'anonymiser et de géolocaliser ces 2700 salariés. Et sur les 2700 salariés, on s'aperçoit en fait qu'ils habitent sur 230 communes du Nord-Pas-de-Calais, que plus de 60% de ces salariés ne sont pas dans la zone territoriale desservie par les transports. Donc ça va questionner par rapport à ces notions de ville de quart d'heure, par rapport à toutes les réflexions que nous avons. Et on sait aussi que ce tissu et ce croissant, en fait, parce que ça fait un croissant inversé quand on est de Dunkerque pour aller à Maubeuge, on sait que ce bassin d'emploi porte à lui seul un salarié sur 8 de l'industrie de la région. Que potentiellement, ce sont entre 15, 20, 25 000 emplois qui vont être créés sur ce territoire. Et c'est comment est le défi qui va être
en lien avec les collectivités, en lien avec les PLH, les pluies, c'est où construire et quel type de logement construire pour demain. Oui, c'est un travail vraiment de dentelle, comme on dit. On est vraiment sur de la dentelle, mesure, tout à fait. voilà. Et de plus en plus sur de la dentelle. Sur le grand chantier qui est le canal Seine-Nord, pour lequel les premiers appels d'offres et attributions des marchés devraient, si tout se passe à peu près bien, être effectués à l'automne. Là, nous avons déjà commencé avec Solia par une étude et une analyse de marché qui a consisté à repérer tous les logements vacants privés du premier tronçon qui partira de Compiègne jusqu'à Noyon. Donc on est en ordre de marche. Dans le courant de l'été, nous allons prendre attache avec l'ensemble de ces propriétaires pour voir de quelle façon nous pourrions mettre à disposition ces logements qui seront de l'hébergement temporaire avec le lancement et l'avancement du chantier, et comment avec notre dispositif de louer pour l'emploi, on peut venir accompagner, sécuriser les propriétaires, apporter notre garantie et venir réhabiliter les travaux et ou le cas échéant les meubler. Très bien, je vous remercie. Monsieur Robert, donc vous êtes président du directoire de INLI. Déjà, est-ce que vous pouvez évidemment rebondir sur ce qui vient d'être dit, et sinon, j'avais une question pour vous également. Si on se situe plus sur les zones tendues, de quelle manière le logement intermédiaire peut justement offrir une solution pertinente pour les salariés dans ce cadre-là? Bien, bonjour à tous, merci aussi de l'invitation. Ravi de partager cette tribune avec Joël. Effectivement, à la fois pour rebondir sur ce qui a été dit et essayer de répondre à votre question. Bon, d'abord, deux petits mots sur le logement intermédiaire. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement limpide pour tout le monde. Donc le logement intermédiaire, c'est du logement à destination des classes moyennes. Donc ça fait deux mots très négatifs, intermédiaire et moyen, que je déteste. Mais malheureusement, il faut que je les utilise. On n'a pas mieux pour l'instant. On n'a pas beaucoup mieux. Donc en gros, c'est du logement abordable pour finalement des personnes qui, de fait, sont exclues du logement social parce que leurs revenus sont trop élevés et malheureusement, souvent exclues du marché libre, notamment évidemment dans les zones tendues. Donc c'est là où ça devient intéressant parce que les loyers sont devenus prohibitifs. Et malheureusement, ces 15-20 dernières années, l'écart entre le loyer, les niveaux de loyer social et les niveaux de loyer libre, évidemment, s'est beaucoup accru. Alors moins que, évidemment, les niveaux de prix, mais quand même beaucoup, et singulièrement sur les zones les plus tendues. Donc évidemment, l'exemple le plus manifeste, c'est le territoire dont je m'occupe, qui est l'Île-de-France. Mais finalement, ce phénomène s'est propagé quand même globalement dans toutes les métropoles attractives de notre territoire, que ce soit évidemment du côté de la métropole de Lyon, de Marseille, de Nice, de Toulouse, Rennes, Bordeaux. Nantes, Bordeaux. Et voilà, on les connaît tous et c'est là où évidemment il y a du besoin. Donc nous, notre principe, il est simple. Hein. On loue sous plafond de ressources et la contrepartie, c'est que évidemment les loyers sont plafonnés avec des plafonds que chacun connaît, qui sont les plafonds, ce qu'on appelle les plafonds Pinel. En gros, nos loyers sont décotés d'au moins 15%, ce qui permet, quand on fait la moyenne sur l'ensemble de notre parc, on a 45 000 logements en gestion en Ile-de-France, de faire économiser un ménage francilien classique, à peu près 3 500 logements, 3 500 euros oui. par an sur le premier poste de dépense. Là, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, qui est évidemment la dépense, l'effort qu'on fait pour se loger et se loger le mieux possible. Donc c'est pour nous évidemment notre ADN, c'est celui-là. Donc la première réponse à votre question, c'est effectivement pour réussir à loger ce qu'on appelle les travailleurs essentiels et rapprocher les emplois des logements. La première réponse, c'est de construire là où il y a du besoin, c'est-à-dire dans les bassins d'emploi et les bassins de vie. Et c'est là où c'est le plus dur. Très clairement, on va peut-être en parler, mais c'est vrai que c'est là où, évidemment, le foncier est rare et cher et la difficulté à construire est la plus difficile. Mais je reprends une casquette qui n'est pas une casquette de bailleur ou de constructeur. Avant ça, il y a quand même plusieurs leviers pour y répondre aussi. Hein. Il n'y a pas que construire là où il y a des emplois. Il y a aussi essayer de construire des emplois proches des logements.
Pour reboucler sur le thème, la réindustrialisation, un des enjeux majeurs de la réindustrialisation, c'est réussir à réindustrialiser dans les villes. Moi, je reprends toujours, j'ai beaucoup aimé les travaux qui ont été faits, pardonnez-moi, honte à moi, j'ai oublié son nom, de l'ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, qui a développé ce concept d'ergopolis, qui est finalement comment est-ce qu'on aménage une ville bonne pour le travail, les travailleurs. On pense souvent les villes d'abord pour les résidents, pour les habitants, on la pense un peu moins pour les travailleurs. Et donc comment est-ce qu'on gère aussi des aménités pour que, les travailleurs s'y sentent bien, et deux, on puisse progressivement mettre fin à cet enfer de l'aménagement français qui est le zoning, et où on met les emplois très loin des habitations, donc refaire de la ville mixte. Alors fort heureusement, le phénomène de métropolisation quand même globalement accentue ce retournement, mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à ce que des industries, peut-être des plus petites unités, plus propres, vraiment un peu plus transparentes, puissent réintégrer les secteurs métropolitains. Et puis le dernier levier quand même, là aussi, c'est plutôt une casquette d'aménageur que je prends, mais c'est pour approcher les emplois des logements, c'est tout simplement de construire des infrastructures de transport. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France, nous-mêmes, notre propre stratégie de développement, c'est évidemment d'être au plus près des gares existantes, mais aussi des gares futures. On a la chance d'avoir un territoire qui va bénéficier du plus grand réseau d'infrastructures de transport d'Europe. On va quasiment doubler le métro, donc avec quasiment 70 gares qui vont se créer, qui vont quelque part totalement bouleverser la manière dont on va travailler et se déplacer sur l'Île-de-France. Donc évidemment, en tant que bailleur et constructeur, il faut avoir cette vision-là et se dire, je construis des logements pour 10, 20, 30 ans, donc je vais les construire là où ça a du sens, et probablement là où ça a le plus de sens, c'est près des infrastructures de transport, qu'elles soient existantes ou qu'elles soient à construire, même peut-être quelquefois dans un pas de temps qui est toujours un peu frustrant. Vous parliez des freins, des limites à construire là où on en aurait le plus besoin. On peut peut-être passer à ce sujet-là. Alors vous en avez rapidement parlé, mais de quoi quels freins faudrait-il lever pour aller plus vite avec ces enjeux qui se présentent? Voilà, plus de travail. Je vous laisse répondre, c'est pas moi qui vais apporter la réponse. Les freins, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont un peu structurels et d'autres plus, j'espère en tout cas, plus conjoncturels. Le frein, je pense, principal aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord d'ailleurs sur la question, c'est probablement un débat, c'est le foncier. C'est pas qu'il n'y a pas de foncier dans les zones tendues, c'est qu'il y a très peu de foncier mutable. Ou en tout cas, la mutabilité du foncier est rendue complexe, et surtout a renchéri, ce n'est pas le seul facteur de renchérissement, mais a quand même très fortement renchéri son coût. Je rappelle toujours qu'en 10 ans, le foncier en Ile-de-France a augmenté de 60 à 70%. Et donc on le voit bien dans les équilibres financiers pour construire du logement, et singulièrement du logement abordable, quand on a du foncier qui représente 40, 50, 60% du coût, on atteint des limites. Et malheureusement, aujourd'hui, on a peu d'instruments de régulation. On a des outils, comme évidemment l'établissement public foncier, qui fait du très bon travail, mais on a peu d'instruments de régulation fiscale pour libérer le foncier. On est dans un moment où l'impératif d'arrêter l'artificialisation fait que le foncier, il faut le recycler. C'est très bien, mais ça coûte plus cher et c'est plus long. Donc il y a un moment, il faut peut-être penser à un autre modèle économique de l'aménagement. Le fonds friche qui peut permettre de... Le fonds friche est évidemment une des réponses. Mais en fait, j'aime pas trop le mot friche. Parce que le mot friche, on a tout de suite l'idée que c'est des friches industrielles qu'on a pu connaître, qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses, en tout cas en Ile-de-France. Il y a d'autres secteurs, à mon sens, où l'effort d'intensification urbaine, on peut parler de densité, moi ça ne me pose pas de problème, de densification ou d'intensification urbaine, il est encore à faire. Il y a eu beaucoup d'efforts faits quelque part dans les zones résidentielles, mais on a beaucoup de secteurs, que ce soit des zones d'activité économique, qu'elles soient industrielles ou pas, ou même quelquefois des zones commerciales,
où on voit bien quand on traverse l'Île-de-France que ces zones d'activité économique, il y a encore un potentiel de diversification fort parce que finalement elles ont été rattrapées par la ville. Et là où on ne pouvait pas faire de la ville, on peut maintenant en faire, surtout si elles sont connectées. Et puis par ailleurs, on voit bien, il y a un potentiel de densification. C'est des zones qui sont très, très peu denses, très étales, et sur lesquelles il y a du travail à faire. Donc le premier frein, c'est évidemment celui-là. Il y en a un deuxième, un peu conjoncturel, j'espère, qui est qu'aujourd'hui, on a des élus locaux qui ont du mal à assumer l'acte de construire. Ce n'est pas tellement eux qui ont du mal, mais c'est effectivement nous-mêmes. Hein. On est tous responsables. On n'a pas très envie que des personnes viennent vivre à côté de chez nous. Et ce syndrome-là, évidemment, c'est un petit peu cristallisé avec le Covid, où on a un peu confondu densité et promiscuité. Mais aujourd'hui, c'est très présent. Très présent, en tout cas en Ile-de-France. Je pense que ça l'est aussi dans d'autres territoires où on voit bien que l'acte de construire, au-delà de, on va dire, des tumultes procéduraux qui nous embêtent, l'acte de construire est devenu compliqué. Et on va dire l'obtention d'un permis de construire, il se fait non plus sur un contrôle de la conformité aux documents d'urbanisme, mais sur un contrôle qui s'apparente beaucoup plus à un contrôle d'opportunité. Alors on peut le regretter, mais le fait est là. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les collectivités pour rendre l'acte de construire plus facile. Et ça passe, je pense, par cet effort à trouver des solutions de recyclage, de transformation. Je crois qu'il y avait un très bon exemple à la table ronde d'avant, comment est-ce qu'on peut aussi recycler de l'immobilier aujourd'hui qui, évidemment, a une obsolescence qui s'accélère. Donc voilà, c'est tout le travail des aménageurs, tout le travail des constructeurs et des bailleurs que nous sommes. Monsieur Leny, même question sur ces freins à lever. Est-ce que vous partagez l'analyse de Monsieur Robert sur ce point? Est-ce que vous souhaitez apporter d'autres éléments au débat? Oui, je partage bien évidemment l'analyse de Damien. Pour ne pas être en région francilienne, mais en Haute-France, plus que sur les freins, j'aimerais peut-être moi mettre en avant ce qui a été beaucoup évoqué depuis le début de la journée. C'est quand même, nous semble-t-il, ou en tout cas chez Action Logement Service, c'est de cette façon-là que nous le voyons, c'est quand même la réussite du dispositif d'Action Cœur de Ville. Où effectivement, on n'est pas sur de l'acte de construire, ou pas que. On est sur de l'acquisition, de la réhabilitation, de la transformation, ou de la démolition-reconstruction. On est sur du locatif, mais aussi sur de l'accession sociale. Et sous le pilotage de Vera, qui est sur ma droite, hein, directrice nationale du programme. On est au rendez-vous. Et sur la région des Hauts-de-France, j'ai 23 villes. 23 villes pour lesquelles on a réussi, et vous parliez de dentelle tout à l'heure, c'est un petit peu aussi la signature du dispositif Cœur de Ville, c'est que nous sommes en plein dans la dentelle. Caroline Cailleux intervenait ce matin, elle faisait état et elle parlait d'une grande maison de maître qui est en friche depuis 7 ans, que l'on va sortir et qui va passer en comité d'engagement dans les prochaines semaines chez nous. Sur Beauvais, Madame le maire de Beauvais avait un problème avec un McDonald's, qui est une vraie verrue dans son hypercentre, que l'on a réussi, grâce au dispositif Cœur de Ville, en fait, à restructurer, à transformer l'usage de ce McDonald's pour en faire des logements. Alors c'est vrai que ça a coûté horriblement cher, mais le dispositif a été là et il est doté pour ce type d'opération. Et la région des Hauts-de-France aujourd'hui représente 24% des engagements financiers d'Action Logement Service sur le dispositif. Ça veut dire que l'ensemble des élus des 23 collectivités étaient prêtes et ont bien compris l'intérêt du dispositif. C'était peut-être plus facile aussi en Hauts-de-France puisque nous avons un patrimoine immobilier qui est de 10 ans plus ancien que la moyenne nationale. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, on a un patrimoine immobilier qui nécessite plus de réhabilitation, plus de restructuration. Donc plus que voilà, un défi, j'avais envie de dire oui, les solutions, mais on est dans de la couture, et effectivement, l'acte de construire est de plus en plus difficile pour des tas de raisons qui sont évoquées.
Mais comme le disaient les représentants de la table ronde aussi, c'est de notre capacité en ingénierie et de notre capacité à accepter de repartir de feuilles blanches que l'on pourra relever les défis, et notamment le défi du logement des salariés, qui de mon point de vue doit être le défi, ça va être un logement de qualité et très qualitatif pour faire revenir les gens en centre-ville. Oui, très bien. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour des questions éventuellement. Donc, n'hésitez pas. Il y a des micros qui peuvent circuler. Ou si l'un... Ah, je vois que madame a une question. Normalement, il y a un micro qui arrive. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, merci. Je suis Françoise Godel, je suis vice-présidente du CRAL Île-de-France. Voilà. J'ai une question, parce que bon, au niveau Île-de-France, on voit des offres de logements d'INLI, justement, qui sont des logements neufs, des beaux logements, et bon, qui correspondent à un besoin. Par contre, je trouve que les loyers sont quand même assez élevés. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du montant des loyers des logements, et parce que moi au départ j'avais entendu que ça devait être 20% en dessous des loyers libres, et il me semble que c'est pas toujours le cas. Alors, oui, alors peut-être, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le CRAL. Joël. Oui, dans la construction du groupe, en fait, le CRAL, c'est le comité régional d'action logement, c'est la représentation territoriale et régionale de la gouvernance politique du groupe national. Donc vous avez 13 CRAL et 5 CTAL. Alors pour répondre à votre question, merci de dire que nos logements sont beaux, ça fait toujours plaisir d'abord. Alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique parce qu'en en fait on rentre vite dans du réglementaire, mais il faut savoir juste que l'Île-de-France, il y a globalement, en tout cas nous on ne construit qu'en zone A et A bis, c'est-à-dire la zone A. La zone A bis, c'est vraiment la zone la plus tendue, c'est Paris et les communes limitrophes, vraiment la petite couronne, et puis la zone A bis, c'est on va dire la petite et la moyenne couronne, et quelques zones en grande couronne. Et en fonction de cet indicateur de tension, le niveau de loyer est évidemment pas le même, puisque les marchés ne sont pas les mêmes, mais ils sont plafonnés. Et vous allez sur INLI.fr, vous aurez les plafonds. C'est en gros 17,5 € pour les zones les plus tendues, et un peu plus de 13 € pour les zones A, c'est-à-dire un petit peu moins tendues. C'est généralement, dans 90% des cas, bien au-dessus de 15% du marché libre. Il y a quelques communes où effectivement ce plafond est probablement plutôt à 10% ou un petit peu plus haut, parce que voilà, la ville a un marché probablement un peu moins dynamique. Dans ces cas-là, nous on a une politique où de toute façon, quoi qu'il arrive, on regarde les valeurs de marché et on se met systématiquement à moins 15%. Donc si jamais votre perception est vraie, il faudra nous le dire, parce que c'est une erreur. A priori, on fait très attention à ça. Dans 90% des cas, de toute façon, c'est les plafonds qui sont réglementaires, et quand on regarde si le plafond est un tout petit peu plus haut, on corrige. Ça me donne aussi l'occasion de dire que dans l'attribution et la commercialisation de nos logements, pour répondre aussi à la question de la proximité travail-emploi, on a toute une batterie d'indicateurs, et dans les indicateurs, il y a la proximité, le lieu de travail ou le lieu de résidence passé, pour favoriser aussi la possibilité pour les populations locales d'avoir un parcours résidentiel, ou pour des personnes qui travaillent sur cette ville-là, de se rapprocher en habitant dans cette ville, ou en tout cas dans les environs. Très bien, eh bien merci beaucoup. Nous pouvons les applaudir, vous applaudir. Merci beaucoup.